Alors, la dépression positive est le nom de mon livre que j'ai écrit maintenant il y a 2 ans. C'est un livre qui est basé sur une courbe. Et cette courbe, je suis médecin et psychothérapeute. Et j'ai, il y a quelques années, une patiente qui, lors d'un entretien, m'a dit « Moi, docteur, je voudrais me retrouver comme avant. » Cet homme était en train de pleurer. Je lui ai dit « Écoutez, si vous voulez vous retrouver comme avant, il y a des choses qui ne vont pas, parce que vous allez retourner forcément dans la partie gauche de votre vie, la partie où ça ne va pas. » Alors moi, je vous propose plutôt d'aller vers quelque chose de positif. Allons plutôt vers la partie droite. Et j'ai commencé à écrire cette petite courbe. Je n'avais pas inventé la lune, j'avais griffouillé ça sur un papier, sur une ordonnance. Et j'avais l'habitude en psychothérapie de donner ce petit dessin aux patients. Et à ma grande surprise, les patients me demandaient généralement, après quelques semaines, « Tiens docteur, où est-ce que j'en suis ?» Et c'est comme ça que j'ai compris que les gens en dépression avaient perdu tous leurs critères, tous les critères de repère, et que le fait d'avoir une petite courbe était pour eux un avantage, d'où le nom du livre qui est « Trouver et retrouver ses repères dans la dépression ». Alors, à qui s'adresse évidemment cette courbe? Elle s'adresse aux gens qui viennent nous voir en thérapie. Ce sont des gens qui vivent un problème de conflit. On peut avoir un conflit avec sa famille, avec des proches, dans le travail. On a des gens qui viennent pour des problèmes du passé, qui reviennent tout à coup dans leur vie. Les personnes qui ont la dépression, ce sont entre guillemets des bons clients en psychothérapie. Également, le livre est destiné aux gens qui vivent dans l'entourage de quelqu'un de dépressif. Il n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. Il n'est pas facile non plus de vivre avec quelqu'un qui a un problème de dépression. Alors, succinctement, pendant 10 minutes, vous allez comprendre que toutes les dépressions ne viennent pas forcément pour un problème d'accident, ou par hasard, ou pour une maladie, ou pour un retour du passé. Nous sommes souvent les acteurs et les auteurs également de notre propre dépression, puisque nous allons souvent passer par une phase, dont je vais vous parler dans quelques secondes, qui est la phase de déni, qui est notre façon de réagir face aux problèmes. Alors, la première partie de votre vie, et la mienne, c'est la sinusoïde de la vie. C'est une période avec des hauts et des bas, forcément, parfois des plus grands hauts, parfois des plus grands bas. Mais très souvent, dans cette période de notre vie, nous allons avoir un facteur récurrent, quelque chose qui revient régulièrement dans notre vie, un problème chronique qui est là, qui peut durer quelques semaines, quelques mois. Et face à ce problème chronique, nous allons avoir 3 façons de réagir. Soit on règle le problème et tant mieux, soit on va le régler tout doucement, pour ne pas dire même ne pas le régler du tout, et on va rester dans cette phase de la sinusoïde, dans la phase de ce qu'on appelle la déprime. Remarquez que j'emploie le terme déprime et pas dépression. 3e façon, on ne règle pas le problème et on va glisser d'une façon quasi inconsciente vers la phase suivante qui est la phase de déni. Alors, la phase de déni, ben c'est quoi dans le déni? C'est le fait de savoir que quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie et paradoxalement, nous allons faire tout ce qu'il faut pour ne pas régler le problème. C'est comme si vous avez une voiture, vous avez des petites lumières qui apparaissent au tableau de bord et vous n'allez pas chez le garagiste. Parce que vous avez peur que le garagiste prenne votre voiture, qu'il vous dise qu'elle ne fonctionne plus, vous êtes un mauvais conducteur, ça vous coûte du temps, ça vous coûte de l'énergie, très souvent nous allons continuer. Tout fumeur est en déni, tout buveur est en déni, et même au sein des couples, très souvent, nous avons du déni. Ceux qui sont d'entre nous, qui sont mariés, savent très bien qu'on n'écoute pas toujours son mari, qu'on n'écoute pas toujours sa femme, et parfois c'est une source importante de problèmes et même de dépression. Alors, le déni, donc, c'est surtout ne pas régler le problème, et donc c'est se taire. En réalité, pourquoi est-ce qu'on se tait? Parce que si on parle, vous abordez le sujet, vous abordez le problème, forcément, si vous l'abordez, vous devez le reconnaître. Pour ça, on est tenté à le résoudre. Et résoudre un problème, ça demande beaucoup d'énergie et on n'est pas prêt. En plus, on a encore parfois des avantages, des bénéfices secondaires à ne pas régler un problème. On peut être très mal dans un boulot et pour, bizarrement, continuer à le garder parce qu'on a des avantages. On peut être mal au sein de son cercle familial et pourtant se taire quand même parce qu'on a encore parfois des avantages, ne fût-ce qu'une position sociale. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et je dis qu'il y a du silence dans cette phase de déni. Alors je mens un petit peu parce que c'est du faux silence,
et c'est du vrai bavardage quand même. Je pense que vous dites jaser ici au Canada. Alors, à qui va-t-on parler dans cette phase de déni? Eh bien, la personne va quand même parler à ses amis, à condition que dans les amis proches, il n'y en ait pas un qui ait le nez trop long et qui lui dise « ça c'est ton problème ». La personne en déni n'est pas prête à entendre ça. Donc même de son meilleur ami, éliminé. On peut en parler à quelqu'un quand on rentre un soir. Là, on va être sincère. C'est une empathie très proche, très forte. C'est pas très grave. Ces gens, de toute façon, on ne va plus jamais les voir. Il y a un troisième acteur dans le déni, c'est le médecin. Alors le médecin de famille, c'est quelqu'un que l'on consulte à ce moment-là. Ce sont ces gens que l'on voit qui nous demandent des anxiolytiques, des somnifères, des vitamines, parfois que l'on va mettre un peu en congé pour un peu de problème de burn-out. Ce sont des gens que l'on voit et à qui on fait des mises au point d'examen. Et bizarrement, moi je peux faire une mise au point à un patient pour un problème de dos et à la fin ne rien trouver du tout. Malgré tous les scanners, les résonances magnétiques, on ne va rien trouver. Et si je pose la question au patient en lui disant « Tiens, comment ça va avec votre épouse ?» le patient va me répondre « Oh, vous savez, docteur, c'est comme avec tous les couples. » Alors qu'en réalité, la personne se pose la question oui ou non si elle va divorcer. Mais si la personne, même si le patient me répond « Ça ne va pas avec mon épouse », il sort du déni et donc il en parle. Donc un déni, c'est quoi les dénis? Ce sont des problèmes généralement familiaux, ce sont des problèmes professionnels, ce sont des problèmes de sensualité, de sexualité, il ne faut pas le négliger, c'est hyper important. Ce sont des problèmes de couple, ce sont des problèmes de famille, des problèmes avec les parents, c'est extrêmement courant. Ce sont des problèmes, je l'ai dit, professionnels, et notamment les relations parasites. Les relations parasites, ce sont des relations que nous avons avec des proches, ces gens qui parfois qui nous embêtent et à qui on ne sait pas dire non. Rares sont les gens qui viennent nous voir pour un déni d'ordre matériel. On ne vient pas nous voir pour un problème d'écran de télévision, c'est toujours un problème de relation. Alors, un déni, ça peut durer des mois et des années. Donc, parfois, les gens ne vont rien dire pendant des mois et des années, même s'il y a des petits signes physiques, mais bizarrement, les gens vont garder ce silence. C'est un moment où les gens savent que quelque chose ne fonctionne pas dans leur vie, et ils vont toujours croire que les choses vont se régler un peu par miracle, ou de la part des autres. Ils sont prêts au changement des autres, pas encore le sien. Alors j'indique, et boum, et un jour boum. Oui, parce qu'inévitablement, du déni, il va arriver l'autre phase qui est la phase du facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, c'est pas grand-chose, c'est une petite pierre qui tombe sur un petit bonhomme, c'est un petit accident, c'est la goutte de trop dans la vie de quelqu'un. Et donc, c'est une petite maladie, c'est un problème avec un enfant, c'est une dispute avec un collègue, il va toujours y avoir cette goutte de trop qui font que les gens vont consulter. Étrangement, dans le déni, il y a un certain silence, le facteur déclenchant, les gens commencent à en parler. Si moi je les vois en tant que psychothérapeute, étrangement, les gens vont me parler tout d'abord de ce qui les amène, qui est complètement différent du facteur véritable de leur dépression. Donc le facteur déclenchant, c'est ce qui amène le patient, ça n'a strictement rien à voir avec leur véritable problème. Alors, jamais reboom, forcément, parce que le facteur déclenchant va faire chuter les gens. C'est impossible de rester en haut de la courbe, et donc forcément, il y a toujours un moment où la chute va être inévitable. Et non seulement elle est inévitable, mais cette chute, elle va être rapide par rapport à la longueur du déni, elle va être très rapide et elle va être bruyante. Toute chute est bruyante. Si quelqu'un tombe maintenant derrière nous, nous sommes 20 ici, on va tous se retourner, ça fait du bruit. Dans la dépression, c'est la même chose. Dans le déni, il y a très peu de bruit quelque part, le patient n'en parle pas. Dans la chute, on va commencer à en faire du bruit, parce que le corps humain est bien fait, les symptômes physiques, ils commencent à apparaître. Et donc, on va inévitablement tomber dans le fond du fond. C'est pour ça que je mets bienvenue dans le club des dépressifs, parce que personne ne peut s'arrêter au milieu d'une courbe. Au milieu d'une courbe, au milieu d'un escalier, au milieu d'un toboggan, à part James Bond et Bruce Willis, ce sont les seuls qui parviennent effectivement à s'arrêter. Nous, on est des hommes et des femmes. Toute personne qui chute dans la dépression va inévitablement entrer dans le club des dépressifs quelque part. Alors, voilà, enfin dépressif. Et là, on voit les gens dans le fond du fond. Lorsqu'ils sont dans le fond du fond, ça signifie trois choses. Tout d'abord, SOS. Tous les gens qui sont dans le fond du fond ont une demande. Ça, c'est bien clair. Là, nous sommes maintenant dans la dépression. On ne rigole plus. Les gens ne sont pas bien. Certains, dans le livre, j'appelle ça le suicide éclair, il y a des gens qui peuvent disparaître sans même laisser de traces, sans laisser aucune explication. On ne se suicide pas par hasard, encore plus quand on le réussit. Donc, lorsque les gens sont dans le fond du fond, il y a une demande. Il y a une demande de prise en charge, alors que dans la déprime, il n'y a pas grand-chose. Deuxièmement, lorsqu'on les voit dans le fond du fond, il y a une chose que je me permets de leur dire, c'est enfin on vous entend. Enfin, bizarrement, vous êtes devant moi. Enfin, grâce à vos symptômes physiques,
vous allez enfin exprimer que quelque chose ne fonctionne pas. N'oublions pas que dans le déni et dans la sinusoïde de la vie, on avait un certain silence. Et troisièmement, lorsque les gens sont dans le fond du fond, ça signifie une chose également, qu'ils ne supportent plus cette partie de leur vie. Ils ne supportent plus cette partie gauche de la courbe. Même s'il y a de bonnes choses dans cette vie, je peux vous dire que lorsque je dis à un patient, vous ne supportez plus votre problème, il y a toujours un petit blanc, et je voudrais une caméra à ce moment-là, parce que tous les patients me disent toujours, vous avez raison docteur. Et l'important, c'est pas que j'ai raison. L'important, c'est qu'ils se rendent compte que cette partie gauche de leur courbe, ils ne la supportent plus. Avec comme corollaire que forcément, ils vont devoir aller vers quelque chose de différent pour en sortir. Lorsqu'un alcoolique vous dit, moi je ne me supporte plus en tant qu'alcoolique, croyez-moi, on a fait un grand pas en avant. Non, là le fond du fond, je crois qu'on y est. Un petit mot sur les antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on doit les employer. Les gens sont parfois tellement mal physiquement que l'antidépresseur, qui est une molécule chimique, intervient. Alors, un mot, un antidépresseur n'est pas une molécule magique, c'est une molécule chimique. Un antidépresseur ne guérira jamais quelqu'un d'une dépression, mais va aider les symptômes physiques de la dépression, ce qui est déjà énorme. Si certaines personnes d'entre vous prennent des antidépresseurs, ne les arrêtez pas. Mais ce n'est pas l'antidépresseur qui va faire que vous allez sortir de la dépression. Vous allez agir sur les symptômes physiques, ce qui est déjà énorme. N'oublions pas que dans la chute, les symptômes physiques sont omniprésents. Donc, il y a un début et il y a une fin en antidépresseur. Ça peut durer des mois, parfois un an ou deux, mais il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Et de toute façon, un antidépresseur, c'est une couverture. Si quelqu'un claque des dents, vous êtes dans le pays du froid, quelqu'un qui claque du dent, vous pouvez lui mettre 1 million de dollars sur la table, ça ne va rien changer. La seule chose qui va faire que les gens vont se réchauffer, c'est cette couverture. Lorsque les gens sont réchauffés grâce à l'antidépresseur, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire le travail des thérapies. Alors, voilà, c'est molécules chimiques et non magiques. On est dans la remontée. Il n'y a qu'un mot dans la remontée, il n'y a pas de miracle. Dans la remontée, désolé encore une fois pour l'écran, c'est d'un petit bonhomme qui lâche quelque chose. Alors pourquoi lâcher? Parce qu'il n'y a qu'un seul et unique moyen de sortir d'une dépression, c'est de lâcher quelque chose. 80% des thérapies, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est accepter d'être le mauvais pendant un instant, et pour accepter d'être le mauvais vis-à-vis de ses proches, il faut avoir une confiance en soi. Le grand thème, la seule façon de sortir d'une dépression, c'est de lâcher quelque chose. Il n'y a pas d'autre façon de toute façon, et cette façon, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. On a des gens qui parfois, pendant 30 ans de leur vie, n'ont jamais osé dire non à quelqu'un. Pas dire non pour le plaisir de dire non, ça n'a pas de valeur. Dire non lorsqu'on sent par rapport à soi qu'on doit le dire, et croyez-moi, c'est le grand thème de la psychothérapie, c'est le non. Alors c'est une phase effectivement, il faut être prêt au changement. Il faut être prêt au changement, c'est remonter, c'est là qu'intervient le travail de psychothérapie. Il y a des hauts et des bas, il faut prendre son temps. J'indique également qu'il faut prendre la bonne décision. Lorsqu'on est face à quelqu'un d'alcoolique, lorsqu'on redémarre dans la thérapie, je me permets de lui dire, nous sommes 3 dans une pièce. Il y a vous, il y a moi, il y a l'alcool, il y en a un dans les 3 qui est trop. Toute personne qui a un problème d'alcool sévère ne pourra pas sortir d'une psychothérapie avec l'alcool en poche. Ça, il ne faut pas rêver. Si on veut réellement avancer, il faut parfois prendre la bonne décision. Alors, on va arriver au premier plateau. Donc, tout le travail de remontée se fait. C'est là qu'intervient encore une fois la psychothérapie. Ça prend parfois des semaines, de toute façon, et même des mois. On a le temps. On arrive au premier plateau, c'est déjà extraordinaire. C'est la première victoire. C'est le moment où les gens retournent dans leur vie sociale, dans leur vie familiale. N'oublions pas qu'on a changé des choses à ce moment-là. Donc, le premier plateau sera toujours en fonction à la fois de la qualité du psychothérapeute, du choix de la psychothérapie, mais surtout de ce que le patient aura lâché dans la psychothérapie. Ça, c'est ce qui fait la différence de toute façon. Et si les gens prennent des antidépresseurs, c'est toujours le moment où on se pose la question, tiens, faut-il ou non arrêter les antidépresseurs? La question existe toujours. Là, je me permets de dire une chose, qu'avez-vous changé? Qu'avez-vous changé à ce moment-là? Et le patient peut répondre de 2 façons tout à fait différentes. Si le patient me répond, vous savez, je suis beaucoup plus cool maintenant, je m'énerve moins, je dors mieux, je suis moins agressif, c'est très bien, le patient va mieux. Aller mieux ne veut pas dire aller bien, ce sont 2 choses tout à fait différentes. Aller bien, c'est lorsque le patient me répond, maintenant je sais dire non, maintenant je peux dire non, maintenant j'accepte d'être le mauvais, maintenant j'ai appris à me faire respecter, et j'ai appris parfois, l'ombre d'un instant, à ne pas être aimé. Les gens ont changé quelque chose. Ce sont 2 choses tout à fait différentes. C'est la différence entre aller mieux,
d'amélioration des symptômes, ce qui est déjà pas mal. Mais là, si vous enlevez les antidépresseurs à ces patients, les gens n'ont rien changé dans leur vie. Ils vont mieux, c'est déjà pas mal. Mais aller mieux ne veut pas dire aller bien. Et là, c'est peut-être la grande différence. Alors, il y a une étape suivante qui est la petite cerise sur le gâteau, qui est l'étape justement du deuxième plateau. L'étape du deuxième plateau, c'est symbolisé par un soleil, et c'est l'étape de la dépression positive. Alors, tous les patients, évidemment, n'arrivent pas forcément à ce deuxième plateau, c'est pas forcément un but en soi, mais encore, c'est souvent une étape. Alors, à ce moment-là, entre le premier et le deuxième plateau, il y avait une montgolfière. La montgolfière, c'est peut-être le seul objet de locomotion qui, lorsqu'il s'envole, ne revient jamais au point de départ. Une fusée revient au point de départ, un avion revient au point de départ, une voiture évidemment, une montgolfière, le jour où elle s'envole, elle ne reviendra jamais. Eh bien, à ce moment-là, le second plateau, c'est la même chose. Bizarrement, ce sont les gens qui vont vers un changement définitif. Alors ce changement définitif, à ce moment-là, en écrivant le livre et à force d'écouter les gens, je me suis posé la question, je me dis, mais et si tout était voulu? Et s'il avait fallu passer par ces courbes, quand je vais la mettre à l'endroit, pardon, et s'il avait fallu passer par cette courbe, par tous ces moments de souffrance, encore une fois, dépression positive, ça ne veut pas dire dépression joyeuse, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et s'il avait fallu passer par tout ça, avec ces symptômes physiques qui expriment aux autres, justement, que les choses vont changer. Et encore une fois, le corps humain est bien fait. Donc, il aura fallu passer par tout ça pour exprimer à soi et aux autres qu'il va y avoir du changement. Il aura fallu passer par tout ça pour arriver enfin à faire ce que les gens avaient envie de faire lorsqu'ils étaient dans le déni. Et donc, en Belgique, on a un petit bonhomme qui s'appelle Bonavrisfer, qui lui est un petit bonhomme qui a une potion magique et qui permet de passer de la rive gauche à la rive droite de la montagne. Mais nous, on est des hommes et des femmes. Donc, il nous aura fallu passer parfois par cette dépression pour arriver à ce changement définitif. Alors, c'est pas rare que dans les dépressions sévères, on ait des patients qui... On est des divorces, on a des divorces, on a des changements de couple, on a des changements de mode de travail, de sensualité. En réalité, c'est pas moi qui fais que les gens divorcent. Les gens le savaient déjà très bien lorsqu'ils étaient dans leur moment de déni. Ils savaient effectivement qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans leur vie. Moi, je ne suis qu'un acteur pour favoriser le dialogue dans la psychothérapie. Donc le changement définitif, c'est ça. Vous vous rendez bien compte que chez ces gens, on peut arrêter l'antidépresseur. C'est pas très très grave à ce moment-là, il n'y a plus de raison de l'être, puisque les gens ont fait leur véritable travail qui consistait à être et à faire ce qu'ils avaient envie de faire depuis toujours. Alors c'est peut-être ça la dépression positive, c'est peut-être un petit rayon de soleil. Alors vous voyez que, évidemment, sur un quart d'heure, c'est difficile de vous expliquer tout ça, il y a encore une fois 1000 excuses pour l'écran. Vous voyez qu'on est loin des dépressions traditionnelles, bien sûr, dont je vous ai parlé au début, ces dépressions dues à un traumatisme, à quelque chose du passé, à un drame. Toutes ces dépressions existent, bien sûr, mais la grosse majorité des dépressions viennent souvent de nous. Alors, si je peux me permettre, si vous vivez au sein de vous-même des dénis, soyez attentifs à ça. Mon but n'est pas de vous donner une leçon, certainement pas, mais soyez attentifs, parce que le jour où le facteur déclenchant arrive, la chute, elle est bruyante, elle est souffrante, et c'est pas forcément quelque chose à vivre pour le plaisir. On ne vit certainement pas une dépression pour le plaisir. Alors vous voyez qu'on est loin de la dépression, encore une fois, réactionnelle. Donc souvent c'est nous qui amenons notre dépression. Alors je termine en disant comprendre et aimer, parce que les gens qui font des dépressions sévères ont un regard tout à fait différent par la suite vis-à-vis des autres. On peut avoir des patrons qui, croyez-moi, ne se moquent certainement plus le jour où les employés ou les ouvriers font une dépression parce que les gens le comprennent. Alors je terminerai en disant que les longues routes commencent toujours par un premier pas. Oui, c'est vrai, c'est pas facile de sortir d'une dépression, c'est pas facile d'apprendre à dire non, il faut savoir faire le premier. Et puis le premier, il y a le deuxième qui n'est pas facile, et le troisième n'est pas facile, mais croyez-moi, ça fonctionne. Et le jour où les gens ont appris à bien faire la mayonnaise, ils ne reviennent jamais au moment où il a fait mal. Jamais, jamais, jamais. Donc quelqu'un qui apprend à dire non, c'est un événement, c'est un travail, mais il y arrivera toujours. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, 1000 excuses pour l'écran. Voilà, je vous remercie. Alors les symptômes physiques, quels sont-ils? Il y a tout un cortège. Je veux dire, généralement, soit les gens mangent, ne mangent pas. Les gens ont un problème de poids. Les gens ont traditionnellement une agressivité. Ils sont prêts à se battre pour n'importe quoi. Il y a une très mauvaise image de soi. Ça également. Il y a la fatigue. La fatigue, ça c'est quelque chose qui va inévitablement intervenir dans la dépression, dans le fond du fond. Les gens dorment, et je l'exprime aussi, il faut pouvoir
accepter ça pendant parfois un mois et ne rien faire. Ne rien faire, il faut l'exprimer aux autres. C'est pour ça que ce livre donne aussi des conseils aux gens qui vivent avec un dépressif. Parfois, il faut laisser les gens pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, se reposer. Et toute maman a une culpabilité. Comme on a des femmes forcément en psychothérapie, elles disent, mais vous vous rendez pas compte, moi je ne peux plus chercher mes enfants à l'école, c'est un drame, je ne sais même plus leur faire à manger, je suis crevé, j'ai une seule envie, dormir. C'est comme ça. Elles ne feront pas l'économie de la souffrance de toute façon. Et dans le fond du fond, il y a un ensemble de symptômes qui arrivent à tout le monde. Seul le temps et parfois les médicaments, quand il faut les employer, il ne faut pas les négliger. Encore une fois, les antidépresseurs sont là pour agir sur les symptômes physiques. Encore une fois, mais ça ne va rien changer à la dépression. Donc voilà, ça c'est un ensemble de ça, la très mauvaise image de soi évidemment. On peut ne plus faire ce qu'on adorait faire. Il y a des fous du jardinage qui ne savent plus prendre un râteau. Donc voilà, je dois vous laisser, c'est très rapide. Ça fait un plaisir, voilà. Le livre s'appelle La dépression positive et je suis au stand ERPI qui est quelque part. Et je suis là jusqu'à lundi, n'hésitez pas à me dire bonjour. Merci beaucoup. Encore une fois, mille excuses.